La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar, 1800 milliards seront injectés dans le programme prioritaire destiné à donner un nouveau souffle à la capitale. L'exécution de ces financements s'étale sur 3 ans. Le chef de l'État a présidé ce mercredi le Conseil des ministres tenu à Pékin. À Saint-Louis, depuis la tenue du premier Conseil des ministres, le coordonnateur de Réumi dans la région reste sur sa faim. Il estime que cette réunion visait à débaucher des opposants. À Diourbel, le gouvernement annonce un taux d'exécution de 59%. Certains en doutent. Le patronat pour la mise en œuvre d'un guichet unique, le CNP compte sur les douanes sénégalaises pour cette opération. Les acteurs portuaires pourront se retrouver autour d'un centre pour faciliter la tâche aux commerçants et marchandises. Et enfin, la commission de protection des données personnelles compte sensibiliser les populations sur leurs droits. La structure les invite à coopérer dans le traitement des données personnelles. La CDP entend dans les jours à venir entamer une mission d'investigation dans les services publics. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le programme d'investissement pour la région de Dakar s'élève à 1800 milliards de francs CFA, annonce faite par le président de la République Macky Sall. Au sortir du Conseil des ministres consacré à la capitale, l'exécution de ces financements s'étale sur 3 ans. Le montant des financements promis lors des 13 conseils des ministres délocalisés tourne autour de 2872 milliards de francs CFA. Selon le chef de l'État Macky Sall, 61% des engagements ont déjà été exécutés. Pour la région de Dakar, 20 milliards seront débloqués pour la construction du stade Hassan Diouf qui sera restitué aux Dakarois. Le président a aussi réaffirmé sa volonté de protéger la zone horticole des Niayes et de préserver la forêt de Mbao, entre autres points. Nous y reviendrons prochainement dans nos prochaines éditions plutôt, où vous aurez certainement peut-être bien la possibilité de pouvoir écouter la réaction du chef de l'État dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres délocalisé dans la banlieue, précisément à Pékin, est bien accueilli par les populations. Une occasion qui a permis à l'édile de la ville de lister les maux qui empêchent l'envol de sa localité, entre autres. On peut citer manque d'infrastructures sociaux de base, les problèmes liés à la sécurité, l'insuffisance d'établissements scolaires. Abdoulaye Timbo réagit au micro de Mansour Sow. Beaucoup d'observateurs ont pensé que les conseils des ministres décentralisés servaient de prétexte au régime de fer de la campagne déguisée. Les militants de Pékin ont apporté une touche politique à cette activité du gouvernement, même si le maire de Pékin-Ouest tente d'apporter des justifications. Dire cela ne répond pas véritablement à une objectivité. Vous savez, on a toujours incriminé nos pouvoirs de gouverner à distance. Le président de la République, dans sa vision, a choisi d'être au cœur des populations, d'aller rendre visite les populations, de visu, regarder, communier avec les populations et savoir recueillir les doléances des populations pour en faire maintenant un projet et un programme structurant et cohérent en respectant la volonté des populations à la base. L'opposition qui parle aujourd'hui de campagne politique voudrait tout simplement séparer son président de la République de sa base. Sur les 23 milliards de francs CFA promis à la région de Dakar, cette militante reste optimiste et ne doute pas de sa concrétisation. Les populations, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont pressés. Mais un plan, ça se déroule. Un plan, ce n'est pas du tic au tac. Un plan, ça, on ne l'annonce pas aujourd'hui pour le réaliser aujourd'hui. Donc, si ceux qui ont suivi ce matin, le directeur général des finances savent que selon les pourcentages de réalisation des milliards annoncés dans les autres régions, vraiment un grand pas a été franchi. Cette responsable, quant à elle, se réjouit du choix porté sur le département de Pékin pour abriter ce conseil des ministres. Nous sommes venus dire au président Macky Sall merci beaucoup d'avoir choisi notre département pour abriter le 14e conseil ministériel décentralisé. Nous aussi au niveau du département de Pékin,
nous sommes confiants et nous sommes derrière le président Macky Sall par rapport aux décisions qu'il va prendre et nous sommes confiants que toutes les décisions qui vont être prises ici seront exécutées. Pancartes, banderoles, t-shirts à l'effigie du président de la République, musique ont accueilli le chef de l'État à Pékin, ce qui laisse croire que les conseils délocalisés ont revêtu un caractère politique non négligeable. Vous venez de suivre l'élément de Côte d'Indiaï qui revenait sur la forte mobilisation des militants apéristes qui ont affiché leur optimisme quant aux promesses faites par le chef de l'État. Et nous enseignons toujours avec le Conseil des ministres décentralisé à Saint-Louis, la première région à accueillir la réunion du Conseil des ministres délocalisé. Un budget de 317 milliards de francs CFA avait été dégagé pour les chantiers prioritaires de la région. Les Saint-Louisiens attendent toujours de voir les premiers coup de pioche. Le coordonnateur du parti Réumi dans la capitale du Nord soutient que ce Conseil des ministres était surtout juste destiné à débaucher des leaders politiques de l'opposition. Dr Abdoulaye Ndoye s'exprime au micro de Gambi Diagne. Je dois, au constat en tout cas, avouer qu'il n'y a même pas un début d'exécution justement de ces projets. Ce qui veut dire que donc les autres conseils qui se sont passés ailleurs ne peuvent pas, à mon avis, en tout cas, susciter un quelconque espoir, en tout cas de mon point de vue, pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui est véritablement regrettable. C'est d'autant plus anecdotique que la ville de Saint-Louis, en tout cas Saint-Louis, c'est la ville de Madame Sall, la première dame. Alors on avait espéré que rien qu'avec ça, des efforts devaient être faits pour qu'on puisse donner du crédit à ce qui se passe ailleurs. Mais si de ce point de vue-là, rien n'est réglé à Saint-Louis, je me demande qu'est-ce que ça doit être ailleurs. Et je suis persuadé que ce dernier conseil fait la boucle au niveau du département de Dakar, à mon avis, ne donnera rien parce que ça ne l'a pas été ailleurs, principalement à Saint-Louis. Non, ça a tout été une tournée politique parce que je me suis rendu compte, en tout cas, nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a ce type de conseil décentralisé, effectivement, c'est des grands moments où l'APR pêche de nouveaux transhumants. Cela fait 4 ans presque jour pour jour que se tenait le Conseil des ministres décentralisé consacré à la région de Diourbel. C'était le 26 juillet 2012. Le gouvernement parle de 59% de taux de réalisation des engagements. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Hormis des pistes rurales, des forages, l'électrification rurale et la voirie urbaine, beaucoup de grands projets tardent à sortir de terre alors que le Conseil des ministres avait validé un montant de 209 milliards de francs CFA pour ces régions classées parmi les plus pauvres du Sénégal. La correspondance d'Elash Moudougueye. Bientôt 4 ans, jour pour jour, se tenait à Diourbel le Conseil des ministres délocalisé. 3e après Kaolack et Saint-Louis. 209 milliards avaient été retenus comme montant destiné à cette région, classée parmi les plus pauvres du Sénégal. Depuis lors, qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain? Personne, ni le gouverneur, ni les hommes politiques, encore moins la population, ne peuvent donner un montant exact de la somme injectée sur les 209 milliards retenus. La seule information disponible nous vient du chef de l'État lui-même qui avait avancé au cours d'une de ses visites chez le Khalife général des Mourides ce qui a été fait jusque-là. Selon ses propres termes, la somme de 209 milliards devrait provenir du programme triennal d'investissement prioritaire, mais aussi du PUDC. Ainsi, près de 300 km de pistes rurales visibles sur le terrain, un réseau d'assainissement et de voirie urbain, la construction de plusieurs forages, estimés à près de 33 milliards le tout, ont été injectés dans les villes de Touba, Diourbel et Bambey. Hormis cela, rien n'a été encore comptabilisé dans les conclusions du comité local du Conseil des ministres localisé de la région de Diourbel. Pour les populations, les réalisations sont en deçà de leurs attentes et que l'État gagnerait à ce jour à respecter les promesses tenues lors de ces conseils délocalisés. Car depuis lors, le comité technique chargé de piloter le suivi des engagements, présidé par le gouverneur et les services techniques, ne s'est jamais réuni.
Je vous le disais en début d'édition, le Conseil des ministres délocalisé à Pékin a été bien accueilli par les populations sur place, une occasion qui a permis à l'édile de la ville de lister les maux qui empêchent l'envol de sa localité. Entre autres, on peut citer le manque d'infrastructures sociaux de base, les problèmes liés à la sécurité et l'insuffisance d'équipements ou d'établissements scolaires. Abdoulaye Timbo réagit au micro de Mansour Sow. Pékin, par exemple, ne serait-ce que sur le plan sportif, nous avons 3 arrondissements, nous avons 2 stades, mais le 3e arrondissement est dépourvu de stade. Nous pensons qu'il faut aussi une infrastructure sportive d'un bon niveau pour permettre à cet arrondissement-là d'être doté en termes d'infrastructures. Ça, c'est orienté vers la jeunesse. Mais aussi, nous avons besoin de changer le cadre de vie de Pékin. Nous avons besoin d'avoir des infrastructures routières qui vont aller dans les différents quartiers du département. Nous avons besoin aussi d'avoir un accompagnement au niveau de l'assainissement. Nous avons besoin d'assainissement réel. Ce besoin d'assainissement tourne surtout sur la prise en charge du drainage des eaux usées. Le département de Pékin, c'est 16 communes, mais sur les 16 communes, il n'y a que 2 communes qui sont dotées. Cela veut dire qu'en fait, c'est un besoin réel. 14 communes sont dépourvues de ces possibilités de drainage des eaux usées. Il faudrait qu'on nous aide à avoir vraiment une vitrine de la ville de Pékin pour dire voilà le centre-ville de Pékin, voilà le bloc administratif de Pékin, autour duquel on pourrait trouver la préfecture, on pourrait trouver les services déconcentrés tels que les impôts et domaines, on pourrait trouver d'autres services nationaux de l'État. La coalition Nos APE, freinée dans son élan, son sitting prévu devant la mairie de Pékin qui abritait le Conseil des ministres décentralisé a avorté. Le coordonnateur Guy Marius Sagna révèle que le pouvoir a recruté des nervis pour empêcher leur manifestation. Il a tenu une déclaration aux abords de la mairie. Fidèle à ses idées, il continue de décrier la signature des accords de partenariat économique. Le coordonnateur de la coalition Nos APE réagit au micro de Côte d'Indjaye. Nous avions voulu organiser cette manifestation pour d'abord dire au président de la République et à son ministre d'arrêter cette annonce de plus de milliards parce qu'il sait qu'en signant les accords de partenariat économique, ces accords-là vont faire perdre à nos pays 240 milliards de francs CFA par an. Il ne pourra pas trouver ces milliards qu'il annonce. Deuxièmement, le président de la République et son gouvernement ne peuvent rester sourds devant l'appel des citoyens sénégalais à sortir le Sénégal des accords de partenariat économique qui vont plonger nos peuples dans une situation apocalyptique. Alors nous n'avons pas voulu finalement tenir cette manifestation parce que nous avons appris que le gouvernement en place avait recruté des lutteurs et nous ne sommes pas venus ici pour la confrontation. Nous sommes venus ici pour manifester pacifiquement. D'autres citoyens se sont mobilisés avec leurs t-shirts à l'effigie de Macky Sall. Nous voulions manifester pacifiquement aux côtés de nos concitoyens, mais pour dire non aux accords de partenariat économique et non pour nous battre avec nos concitoyens. Le président Macky Sall a inauguré ce mardi l'usine de transformation de produits halieutiques Atlantic Seafood à Sangalkam. Le chef de l'exécutif confie que l'entreprise répond parfaitement aux attentes du plan Sénégal émergent. L'infrastructure d'un coût global de 15 milliards de francs CFA est financée par les Russes. Elle devrait permettre aux femmes transformatrices de produits halieutiques de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Mansour Sow était sur place. L'acte vient ainsi ouvrir une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Russie. Ce joyau d'Atlantic Seafood devrait permettre aux femmes transformatrices de produits halieutiques du département de Rufisque de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. L'implantation de cette importante infrastructure que nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui traduit concrètement la claire vision que vous avez du développement de nos localités dans tous les secteurs et au profit des différentes composantes de la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite revêt un caractère historique et restera à jamais gravé dans nos mémoires. C'est pourquoi, à ma double qualité de membre de votre gouvernement et de maire de cette commune de Sangalkam, je me sens fortement honoré, comme du reste toute la population de cette collectivité locale et au-delà du département de Rufisque, de votre visite. Ce projet, d'un coût global de 15 milliards de francs CFA, entre en droite ligne avec la vision du chef de l'État, le président Macky Sall. En effet, l'axe 1 du plan Sénégal émergent suscite, entre autres, la transformation de la structure de l'économie, en mettant l'accent sur la création de richesses et d'emplois. La mise en place de cette usine de transformation répond à nos objectifs du PSE.
Voilà pourquoi je voudrais féliciter les promoteurs, mais féliciter également les autorités de la commune, du département et du ministère de l'économie maritime qui ont permis la réalisation de cette belle infrastructure. Je voudrais également saluer les vaillants producteurs, maraîchers, horticulteurs, pêcheurs de cette belle contrée de la région du Cap-Vert. Accueilli avec tous les honneurs qui s'y à son rang, le président Macky Sall a ainsi rappelé l'importance qu'occupe la pêche dans l'économie nationale. En effet, rien qu'en 2015, elle a généré plus de 195 milliards de francs CFA en termes d'exportation. Le chef de l'État a appelé le secteur privé à s'inspirer de l'exemple russe d'Atlantic Seafood. Ouverture ce mercredi des journées de réflexion initiées par l'ONG Oxfam sur les problématiques et les enjeux de la gouvernance des ressources pétrolières et gazières. Ces dernières ont été découvertes au Sénégal depuis l'année dernière. L'organisation veut que les retombées de l'exploitation de ces ressources puissent être bénéfiques aux populations. Ainsi, les autorités pourraient renforcer les actions déployées pour lutter contre la pauvreté. Des acteurs du secteur, la société civile et des parlementaires ont participé à ces journées de réflexion. Les précisions de Lustina Sagna. Le Sénégal dispose de pétrole et de gaz. La découverte a été faite l'année dernière par le groupe Cairn Energy à environ 100 km au large des côtes de Sangomar, dans le littoral sud-ouest du Sénégal. Ces découvertes et projections ouvrent de nouveaux horizons pour transformer l'économie du Sénégal, d'où l'organisation de cet atelier multi-acteurs de réflexion et d'apprentissage sur la gouvernance du pétrole et du gaz dans notre pays. Depuis 2003, en Afrique de l'Ouest, nous travaillons à accompagner les peuples et les sociétés civiles surtout dans ces pays à vouloir demander plus de transparence dans la gestion des ressources minérales, mais aussi une gouvernance inclusive dont les revenus tirés de ces ressources qui appartiennent aux nations locales puissent être réinvestis dans la prospérité de ces nations-là, c'est-à-dire qu'ils puissent lutter contre la pauvreté, qu'ils puissent également permettre que les inégalités soient éradiquées. Et donc au Sénégal, c'est de nouveaux enjeux. Parce que les pétroles et les gaz, c'est récemment qu'on a eu l'information comme quoi il y a des gisements importants de classe mondiale dans ce pays. Et ça, c'est pas rien, c'est pas petit. Ça nécessite de l'anticipation sur comment ces ressources vont être gérées. D'abord au niveau des contrats signés avec les entreprises qui doivent exploiter ces ressources, mais aussi dans le processus de gouvernance. Les exemples d'échecs cuisants abondent en Afrique et ailleurs, où les grands espoirs suscités par des découvertes ont été transformés en malédiction par une mauvaise gestion. L'idée est de bien exploiter ces ressources afin de protéger les intérêts nationaux au bénéfice des populations. Il faut être vigilant à la fois sur le cadre juridique. Il faut avoir un code pétrolier, un code des hydrocarbures qui protège bien nos intérêts. C'est actuellement le cas. D'ailleurs, le code préserve les intérêts nationaux, mais le code est en train d'être revu pour davantage protéger les intérêts nationaux, mais c'est aussi développer des expertises, de l'expertise, du savoir-faire. Parce que si vous avez aussi des négociateurs sénégalais qui ne sont pas bien outillés face aux négociateurs des multinationales, il va sans dire que vous allez aboutir à des contrats léonins, c'est-à-dire des contrats qui vont être préjudiciables pour le pays. C'est pour ça justement qu'aujourd'hui, les dispositions sont prises pour avoir au Sénégal une équipe pluridisciplinaire de négociateurs. Donc oui, il y a des juristes, des économistes qui défendent l'intérêt national. Notons que les dispositions sont prises pour qu'il y ait un cadre juridique incitatif, donc un code pétrolier, mais aussi un code des investissements, un code général des impôts et domaines attractifs pour les investisseurs qui seront rentables et intéressants pour l'économie nationale. Nous restons dans le chapitre économique. Le Conseil national du patronat a initié des journées de réflexion avec les entreprises. Il invite la direction des douanes à procéder à la mise en œuvre d'un guichet unique. La structure permettra aux acteurs portuaires de se retrouver autour d'un centre pour faciliter la tâche aux commerçants qui doivent dédouaner leurs marchandises. Le thème retenu pour ces échanges, les formalités douanières et la facilitation des échanges commerciaux, enjeux et perspectives. C'est un travail de Aïssatou Dioptal. Cette journée de concertation sur les formalités douanières et sur la facilitation des échanges commerciaux a pour objectif de renforcer les partenariats de la direction des douanes et des entreprises. Pour ce faire, le CNP demande l'intensification des actions communes, ce dans le but de faire gagner des parts de marché régionales et internationales aux plateformes logistiques. Ne perdons pas de temps.
pour ne pas reprendre que l'expression d'accélérer la cadence. Oui, payons le prix qu'il faut et mettons en œuvre au plus vite ces stratégies conquérantes, indispensables sur toutes les chaînes de valeur de transport aérien et maritime. Dans cette perspective, il nous revient de partager nos priorités publiques-privées. Ainsi, pour faciliter la tâche à toutes les entreprises requises, les acteurs souhaitent avoir un dédouanement centralisé autour d'un guichet unique, également la mise au niveau des aspects juridiques. À cet effet, plusieurs actions sont engagées. Il s'agit en l'occurrence de l'octroi de régime économique douanier en faveur de la mise en œuvre du programme de partenariat privilégié. L'administration ne ménagera aucun effort, c'est un engagement permanent en vue d'une meilleure appropriation de l'accord sur la facilitation des échanges, dont l'application permettra à l'entreprise d'en tirer le meilleur profit. La direction des douanes a mis en place depuis 1990 le système Gaindé, ce qui a permis de consolider une phase de dématérialisation des procédures douanières. Et pour la mise en place du guichet unique, les acteurs attendent juste l'aval de l'autorité compétente. Je le disais en titre, la Commission de protection des données personnelles veut sortir de l'anonymat. Les responsables de ces structures comptent sensibiliser les populations sur leurs droits. L'entité d'assistance les interpelle à coopérer dans le traitement des données personnelles. La CDP entend, dans les jours à venir, entamer une mission d'investigation dans les services publics. Elle compte aussi sur la collaboration des professionnels des médias. La présidente de la Commission de protection des données personnelles, Awa Ndiaye, a fait face à la presse pour décliner ses ambitions. Elhadj Moussa et assisté à la rencontre. La méconnaissance de la Commission de protection des données personnelles inquiète au plus haut niveau les responsables de la dite structure. Ainsi donc, pour mieux informer de sa mission de facilitateur, une sensibilisation est nécessaire, et ce, à travers un partenariat avec la presse. C'est un sigle qui doit intéresser tout le monde. La CDP n'est pas connue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle est la raison de ce point de presse. Pour sortir la CDP de l'anonymat et faire en sorte que vous vous l'appropriez, que nous nous l'approprions, que chacun d'entre nous, chaque Sénégalais se l'approprie. L'entité de veille, dans son rôle d'assistant sur le maniement des données personnelles, interpelle les citoyens à prendre connaissance de leurs droits relatifs à la question. Une recommandation qui s'avère indispensable pour lutter contre les violations. Il y a des avertissements dès l'instant que les citoyens nous le renvoient, nous font le feedback, nous saisissons la société, nous lui demandons des explications, nous pouvons faire un avertissement ou une mise en demeure, arrêter même le traitement s'il y a lieu. La CDP entend par ailleurs entamer dans les prochains jours des missions d'investigation pour une vérification accrue du traitement des données personnelles. Le public reste la cible prioritaire. Lorsqu'elles seront sur place, vérifier, prendre les documents, investiguer, faire une enquête pour se rendre compte si ces traitements-là sont faits en conformité avec la réglementation ou non. À ce moment-là, les sanctions pourront commencer véritablement. Au titre informatif de l'avis trimestriel de la Commission, 51 dossiers, dont 28 déclarations et 23 demandes d'autorisation ont été traités. 26 récépissés de déclarations et 16 autorisations ont ainsi été délivrés. Parlons à présent des journées culturelles, cher Ahmadou Bamba. Elles ont largement dépassé les attentes des organisateurs. La forte mobilisation des fidèles et la couverture médiatique de l'événement ont été appréciées à leur juste valeur. Le comité d'organisation ambitionne d'institutionnaliser ces journées. Cependant, des dysfonctionnements ont été notés, notamment dans le domaine du transport, des couacs qu'il compte résoudre pour les éditions à venir. Abigail a pris part à la rencontre. Union, fraternité, rassemblement autour de l'essentiel, c'était ça les moments forts des journées culturelles chez Ahmadou Bamba, des journées qui ont eu une réponse positive selon le comité d'organisation. Ce qui m'a surtout touché dans ces journées culturelles par rapport aux personnes, aux différentes classes que je remercie, c'est le rassemblement et l'unité, la fraternité autour de l'essentiel. Pendant plusieurs jours, les gens se sont réunis autour de l'essentiel parce que nous avons eu une réponse positive. Elle est positive, mais elle a même été excessive. Et nous l'avons senti d'ailleurs dans la plupart de nos prévisions, tellement on a eu des réponses. Une réponse massive et excessive. Cette réponse a été au-delà de nos attentes.
Cependant, des dysfonctionnements ont été notés, notamment dans le domaine du transport. Et certainement, comme je viens de le dire, ça a entraîné quand même quelques dysfonctionnements. Parce que si vous voyez le pâturage qu'on a mis à côté, il nous reste beaucoup de victuailles, beaucoup de produits, mais il nous était presque impossible d'avoir des points de cuisson supplémentaires pour satisfaire tout le monde. Dans le domaine du transport, on a eu quelques couacs. Les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba ont pris fin ce 18 juillet. Le comité d'organisation se projette déjà sur la préparation des éditions à venir. Pour cela, il compte s'activer pour l'institutionnalisation de ces journées. Vous avez pu certainement suivre les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba intégralement sur la DTV. Juste préciser que c'est la chaîne de télé qui a assuré toute la production. Et nous terminons avec le 4e contingent CNFPU2 MINUSCA en partance pour le Mali a reçu le drapeau national ce matin. Ces 140 soldats ont contribué au maintien de la paix à Bamako, un déplacement qui intervient dans un contexte sécuritaire très tendu. Le patron de la police nationale précise qu'aucun écart ne sera toléré. Le commissaire Oumar Mal leur demande de rester dans les rangs. Il les invite à inscrire leurs actions dans le respect scrupuleux du mandat conféré par le Conseil des Nations Unies. On voit ça avec Ababakar Sadertop. C'est par cette musique des fanfares de la police qu'a démarré cette cérémonie de remise de drapeau national au 4e contingent constitué de 140 agents. Le directeur de la police nationale revient sur la formation technique et tactique reçue par ces agents pour le maintien de la paix. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'une préparation axée principalement sur les techniques et tactiques qui vous ont permis d'acquérir les compétences nécessaires au maintien de la paix. Vos actions devront s'inscrire dans le respect scrupuleux du mandat conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies et dont l'un des axes majeurs demeure entre autres la protection des civils, du personnel et des installations des Nations Unies. Le commandant de contingent pressenti pour diriger les troupes revient sur l'importance de cette mission dans une zone complexe qui n'est pas sans risque. C'est une mission qui, compte tenu des récents événements, s'avère assez difficile et complexe. Mais comme l'a dit M. l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, nous avons reçu une formation qui devrait nous permettre de faire face à tous les challenges, à tous les défis. Ce sont les abus d'exploitation sexuelle. Et là, c'est tolérance zéro pour les Nations Unies. Maintenant, c'est tous les autres actes d'indiscipline ou bien actes qui ne seront pas conformes aux standards des Nations Unies. Ces soldats en partance pour le Nord Mali, précisément à Gao, sont répartis en 4 sections dont 3 opérationnelles et une spécialisée. Ils y vont en remplacement d'autres soldats qui y étaient depuis plus d'1 an. L'info se poursuit sur la DTV. Retrouvez dans un instant BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.